Bonjour et Boker Tov. Shavua Tov, nous allons étudier le Rishon, la première montée de Parashat Teruma, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Raf'e, 25e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Aleph. La Torah maintenant va nous donner un aperçu de quelque chose qui va en vérité se passer chronologiquement après la parashat Kitissa. Alors que Moshe Rabbeinu va monter une première fois 40 jours et 40 nuits pour recevoir les premières luchot, les premières tables de la loi, à son retour dans le camp, les Bnei Israël auront fauté et auront fait un veau d'or. Moshe va laisser tomber les premières tables de la loi, elles vont se briser. Le lendemain, il remontera pour une période de 40 jours et 40 nuits pour avoir le pardon d'Akadosh Baruch Hu. Il descendra sans les louchot. Et une troisième fois, il montera 40 jours et 40 nuits de Rosh Chodesh Elul 2448 au 10 Tishri 2449, le jour de Yom Kippour, et il redescendra avec les deuxièmes louchot. Puis, Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu de construire un mishkan, de construire un tabernacle, un sanctuaire dans lequel il va pouvoir résider. Donc véritablement ici, la Torah nous donne l'ordre de construire ce sanctuaire, de quelle manière, avec quels matériaux, mais cet événement va se passer beaucoup plus tard dans l'histoire du peuple juif. L'ordre sera donné le 11 Tishri 2449 et il ne sera inauguré que le Rosh Chodesh Nissan 2449. Alors pourquoi nous raconter cette chose-là alors que les Bnei Israël n'ont pas encore fauté avec le veau d'or? Il y a un principe qui s'appelle Magdim Refoua Lamaka. On donne déjà la solution, la refoua, la guérison avant même la maka, avant même le coup, avant même la maladie. Quelque part, on veut nous dire que finalement tout va bien se finir puisque Akadosh Baruch Hu va accepter de résider parmi nous malgré que d'ici là, il y aura quelques petites difficultés. Donc nous allons vivre cette semaine avec le Mishkan, le sanctuaire. Pasuk Aleph Vaidaber Hashem a parlé El Moshe à Moshe, les morts en disant. Pasuk Bet. Daber parle El Bnei Israël au Bnei Israël, Veikrouli, donc ils vont prélever pour moi, ils vont prendre pour moi. Quand on dit pour moi, ça devait être les Shem Hashem, que lorsqu'on prenait la chose, on disait cette chose-là est consacrée à Dieu. Teruma, donc un prélèvement, mais on va voir que ce n'est pas ici un prélèvement obligatoire, sauf un prélèvement obligatoire qu'on verra plus tard, mais et kol ish de tout homme, asher yidvenu libo, selon ce que son cœur va l'inciter. Ça doit être fait un don volontaire. Rachid dira, ça doit être avec le cœur, tikrou et terumati, vous allez prendre mon prélèvement. Rashi veikrouli teruma, ils vont prendre pour moi, ils vont prélever pour moi une teruma, donc un prélèvement. La question se pose, l'Hachem arrête son loi, l'Hachem à Dieu, toute la terre est ce qu'elle contient. Alors ça veut dire quoi? Prendre pour moi, comme s'il lui manquait quelque chose. Ici, le sens de li, c'est l'ishmi, en mon nom, en le consacrant pour moi. Tout appartient à Hachem. Mais le fait que nous soyons capables de prendre quelque chose de matériel et lui offrir, entre guillemets, ça signifie qu'on le consacre en le faisant lishma, ça veut dire pour Akadosh Baruch Hu. Teruma, afracha, c'est un prélèvement. Yafrishouli, ils vont me prélever mimamonam de leur argent, de leur bien, nedava, un don. Yidvenu libo, la shon nedava, yidvenu libo, c'est la même racine que le mot nedava, ou la shon ratson tov, ça veut dire une bonne volonté, ce que l'on désire. Et en vieux français, le Rashi amène quelque chose qui est comme fence ou quelque chose comme ça, qui doit signifier quelque chose de volontaire, un cadeau qui est donné volontairement. Tikrou et terumati, vous allez prendre ma teruma, mon prélèvement. Amrou rabotenu, nos chachamim disent dans la Gemara, Gimel terumot amurot kan. Ici, on dit 3 fois la notion de teruma. La première, veikrouli teruma,
Après, on dit Tikru et Terumati, et dans le Pasuk Gimel, on dira Vezot à Teruma. Pourquoi 3 terumot, 3 prélèvements? Achat, un prélèvement Terumat Beka la Gulgolet, c'est le prélèvement obligatoire d'une Beka, donc une pièce la Gulgolet par personne, c'est le Machatzta Shekel, Shenaasu Mehem Adanim. Avec cet argent, on va faire les Adanim. Les Adanim, ce sont les socles sur lesquels le Mishkan se reposera. Kmo Shemefurash Bele Pikoudé, comme on le verra dans Parashat Pikoudé. Ve'achat et une autre Trumat HaMizbeach. C'était une Trouma obligatoire qui était pour le Mizbeach, c'est-à-dire pour tous les sacrifices qui étaient au nom de tout le peuple. Beka la Gulgolet, la même somme. Les coupotes, ce sont pour les caisses du Beth Amikdash et du Mishkan, l'iknot mehem korbanot tzibur, pour acquérir les sacrifices communautaires. Par exemple, le moussaf, qui était sacrifié tous les Shabbats, n'était pas un korban personnel de chacun. C'était un korban qui était un korban communautaire. On en faisait un pour tout le Ham Israël. Qui payait? C'était ces caisses communautaires. Et comment elles étaient alimentées, ces caisses? Par le Beka la Gulgolet, par le Machatzta Shekel. Ve'achat, une Trumat Mishkan, c'était les noms pour le Mishkan. Nidvat kol echad ve'echad, ça c'était le don que chacun, chez Itnadevu, qui ont décidé de donner. Donc, une première, c'était Beka la Gulgolet, c'était pour les socles, c'était une fois en 2449. Trumat HaMizbeach, c'était tous les ans Machatzta Shekel. Et Trumat HaMishkan, les dons que chacun voulait donner, ça c'était une fois en 2449. Yud Gimel Dvarim Amurim Beinyan, on va voir qu'il y a 13 matériaux, 13 choses que l'on va parler dans notre sujet. Kulam utzrechu limlechet HaMishkan, et tous on en aura besoin ou pour la confection du Mishkan, ou les vigde keuna, ou bien pour la fabrication des habits des prêtres, keshetik dake baem, lorsque tu vas bien regarder dans le détail. Alors véritablement, il y a ici un problème que tout le monde se pose, c'est qu'il n'y a pas 13 sortes de choses, mais il y en a 15. Donc, selon les commentateurs, on en enlève 2. On verra au fur et à mesure des psukim, mais en tout cas, ce Yud Gimel Dvarim pose question, puisque véritablement, quand on les recense, on en trouve 15. Pasuk Gimel, Vezot Ateruma, et voici le prélèvement, Asher Tikru Meitam, que vous allez prendre de eux. Attention, quand on dit prélèvement, ou quand on dit don, on ne pouvait pas prendre n'importe quoi. Le Sforno rappelle que personne ne pouvait amener, par exemple, des fruits ou des légumes, ou bien des pierres précieuses, si on n'en avait pas besoin pour la confection des Bigdei Keuna ou pour la construction du Mishkan. Il fallait prendre certaines choses, et voici les choses que Moshe Rabbeinu était autorisé à prendre. Zahav, de l'or. On va voir qu'on va en utiliser pour pas mal d'ustensiles. Fachesef, de l'argent. De l'argent, on va voir que principalement on va utiliser pour les Adanim, pour les socles sur lesquels reposaient les poutres du Mishkan, mais on verra que avec le reste, on fera toutes sortes d'ustensiles en argent. Ou Nechoshet, c'est du cuivre, on s'en servira aussi. On va voir dans quel contexte dans le Mishkan. Zav achesef unchoshet kulam. Tout cela, Baoubine Dava, sont venus par des dons, ish ma shenidvenu libo. Chacun selon ce que son cœur lui a donné envie, chutz à part, minha kesef de l'argent, sheba beshave, que là la somme était la même pour tous, machatzita shekel, lechol echad, un demi-shekel pour chacun. Velo matzin, où on n'a pas trouvé bechol melechet à Mishkan, dans tout le travail du Mishkan, chez utzrach sham kesef yoter, on n'a pas vu dans le Mishkan qu'on a besoin d'argent supplémentaire en tant que confection. Chez Neymar, vekesef pikude aïda bekala gulgolet. Donc, priori, à part pour ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire les Adanim, on n'avait pas besoin d'argent. Shara kesef abba sham binedava, et tout l'argent qui est venu en plus, en don à Saou, l'ikli charet, on en a fait des ustensiles de service, ça veut dire d'autres choses
qui pouvaient contenir, par exemple, je ne sais pas, du sang de korbanot, etc., etc. Pasuk dalet ou trelet. Trelet, c'est de la laine qui est teinte en bleu azur. Comment on faisait cette couleur? Il y avait un poisson qui s'appelait le chilazon, qui apparaissait, selon la Gemara, une fois tous les 70 ans. Il fallait travailler son sang, qui était une espèce d'encre, et qu'on arrivait à faire de manière à ce que ça ressemble à la couleur de la mer, qui elle-même ressemble à la couleur du ciel, qui elle-même ressemble à la couleur du Kisei HaKavod. C'est le fameux Techelet. Ve'argaman, alors Argaman c'était toujours de la laine, mais cette fois teint en rouge assez foncé. En français on dit du pourpre. On ne sait pas avec quoi on arrivait à faire cette couleur. Après Tolaat Shani, alors Tolaat Shani aussi c'est de la laine qui est rouge, mais cette fois-ci on sait comment on pouvait la teindre. On prenait ce qu'on appelait Tolaat Shani. Alors Tolaat Shani, ce sont des graines, des espèces de baies rouges, et à l'intérieur il y avait un petit verre, Tolaat, et donc on extrait la couleur de cette baie pour en faire de la teinture. Alors il y a toute une discussion pour savoir est-ce que c'était du verre lui-même ou bien c'était de ces espèces de baies. Rabbeinu Bechaye dit qu'on n'utilisait pas le verre lui-même, mais on utilisait uniquement donc cette baie dans laquelle il vivait pour faire cette couleur. Veshesh, shesh, c'est du lin. On nous précise pas de couleur pour nous dire qu'il était naturel, c'est-à-dire donc de couleur blanche. Ve'izim, alors izim, c'est du poil de chèvre. Le poil de chèvre ne s'appelle pas tsemer, ne s'appelle pas de la laine, c'est pas très fin. Et pourquoi on nous dit ve'izim aussi? Parce que c'était très particulier, c'était qu'il fallait le travailler à même le corps de la chèvre, c'est-à-dire alors que le poil était encore sur le dos de la chèvre, on travaillait à même la peau cette espèce de fil qu'on appelle ici ve'izim. Rashi ou trelet, semer, c'est de la laine, tsavoa qui était coloré bedam chilazon avec le sang du chilazon, ou tzvao yarok, et sa couleur c'était yarok. Alors attention, yarok aujourd'hui, ça veut dire du vert, mais on sait que nos chachamim emploient ce mot de yarok pour désigner plusieurs couleurs, des fois le bleu, des fois c'est comme le karti, c'est comme le poireau, donc c'est une espèce de vert, et on voit que c'est même certaines fois utilisé comme une sorte de jaune. Donc ici, ça désigne du bleu, mais il ne faut pas se tromper que yarok ici, ça ne veut pas dire vert. Ve'argaman, tsemer c'est de la laine tsavoa qui était colorée mimin tseva avec une espèce de teinture chez Shmo Argaman, que son nom c'est Argaman, mais on ne sait pas avec quoi c'était fait. Veshesh ou hapishtan, c'est le lin. Ve'izim notsa shel ilim, donc c'est du poil de chèvre. Le car tirgem unkelos, c'est pour ça que unkelos traduit ou me'azé. Abba minaizim, ça venait des chèvres. Velo izim atzmam, c'est pas les chèvres elles-mêmes. Chez Targum shel izim, parce que la traduction du mot izim, c'est Isaiah. Et là, c'est marqué ou me'azé. Ou me'azé, ça veut dire qu'on prenait ce poil de chèvre. C'est très important de comprendre ici qu'on ne parle pas de sacrifice. On va uniquement parler de matériaux qui vont être utiles, comme on l'a dit précédemment, à la construction du Mishkan ou à la fabrication des habits des Kohanim. Pasuk et Ve'orot et des pots élim de bélier, Me'odamim, qui sont teintes en rouge. Après qu'on les ait tannés, on les faisait tremper dans quelque chose qui les rendait rouges. Ve'orot techashim, et des pots de tachash. On verra que c'est un animal que nous n'avons plus aujourd'hui. Va'atzeshitim, et on pouvait aussi accepter des dons de Hatzeshitim. Hatzeshitim, c'est du cèdre. Rachim et Odamim, Tzvuot Ayu Adom, ils étaient teintes, ces peaux, en rouge, Lachar Iboudam, après qu'on les ait tannés. Techashim Min Chaya, donc c'est une espèce de bête qui n'était pas une bête domestique. Velo Haïta Ela Lesha, elle n'était que à cette époque-là.
ve'arbe gevanim hayula, et elle avait plusieurs couleurs. L'écart, c'est pour cela, mais Targen, le Targum Kelo aussi traduit, Sasgona, Sasgona chez Sas, elle était heureuse ou mitper et fière, be gevanim shelo, de ses couleurs. Donc c'était une bête que nous n'avons plus aujourd'hui. Vatse shitim. Comment ils avaient du cèdre? Rashi demande la question. Uminaim ayu laem bamidbar. Où est-ce qu'ils avaient du bois de cèdre dans le midbar, dans le désert? Peresh Rabbi Tanchuma. Rashi amenait la vie de Tanchuma. Yaakov Avinu Tsipa. Il a vu Beruach HaKodesh avec l'Esprit Saint chez Atidim Israël que dans le futur Israël vont livnot Mishkan, construire un Mishkan bamidbar dans le désert. Vevi Arazim le Mitzrayim. Et à l'époque où lui-même est arrivé en Égypte, il a amené des cèdres en Égypte, ou Neta'am, et les a plantés. Vetziva Levanav, il a ordonné à ses enfants, l'Itelam, de les prendre Imaem avec eux, que chez Yetsu Mitzrayim, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Donc, c'est pour cela qu'ils avaient des Arazim. Pasuk Vav, Shemen Lamaor, de l'huile d'olive, Lamaor pour le luminaire, pour allumer la menorah, Bessamim, des encens, pour deux utilisations, les Shemen Hamishra, pour l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'était une huile qui va nous servir à introniser l'utilisation des ustensiles du Mishkan et du Mishkan lui-même, Féliktoret Assamim, mais aussi bien sûr les Bessamim, les encens aidés au Ketoret Assamim, c'est-à-dire ces encens que l'on offrait 2 fois par jour. Dans le Shemen HaMishra, c'était de l'huile d'olive mélangée avec des encens. Rashi, Shemen Lamaor, Shemen Zaïd Zach. Shemen Zaïd, c'était de l'huile d'olive Zach, pure, première pression. Les Alot Ner Tamid, pour faire monter la lumière éternelle, celle de la Menorah. Bessamim, des encens, les Shemen HaMishra, pour l'huile d'onction. Shena Asa, qui elle a été faite, l'Imshoach, pour oindre Kele HaMishkan, les ustensiles du Mishkan, Vea Mishkan, et le Mishkan aussi, les Kadesho, pour l'introniser et le sanctifier. Lo Bessamim, et on a besoin pour cette huile particulière de Bessamim, puisque c'était une huile odorante, comme chez Mefourash Bekitissa, comme on va le voir dans Kitissa. Veliktoret Asamim, les Ketoret Asamim, Shayum Maktirin, Bechol Erev ou Boker, que l'on faisait brûler chaque soir et matin, Kemoshe Mefourash, comme ça va être expliqué, Beveata Tetzavé, Bezrat Hashem dans Parashat Tetzavé la semaine prochaine. Velachon Ketoret, ça veut dire quoi des Ketoret? C'est quoi l'origine du mot? Et Alat Kitour, Vetimrot Hashem, c'est faire monter une fumée, une nuée. Donc les Ketoret, on sait très bien qu'il y avait parmi les composants une huile qui est une herbe qui était extrêmement fumigène, et donc ça faisait cette nuée qui montait, cette grande fumée qui montait vers le ciel. Pasuk Zain, Havne Shoham. Donc c'était des pierres précieuses qu'on appelait Shoham. Ve'avne Milouim. Ce sont des pierres précieuses qui vont venir remplir des espaces qui leur sont réservés. On verra plus tard la Ephod, fait la Choshen, pour le Ephod et pour le Choshen. On ne va pas rentrer à chaque fois dans le détail des choses, on verra chaque chose à la place où il est enseigné. Le Ephod et le Choshen, ce sont 2 habits du Kohen Gadol qui, dans leur composition, comprennent des pierres précieuses. Avnei Shoham, Shetaim, on en avait besoin de 2, Utzrechusham, on en avait besoin là-bas, les Tzorech HaEphod, pour le Ephod, Amur Beveata Tetzavé, que nous allons voir dans Veata Tetzavé, c'était une espèce, si on veut imaginer un petit peu, une espèce de tablier. Milouim, Al-Shem, sur le fait, chez Osim Laem Bezaav, qu'on faisait dans l'or Moshav, donc une place, Kemin Gouma, comme une espèce d'emplacement creux, Venotnim Aeven Sham, et on mettait la pierre là-bas, les Mahalot à Gouma, pour remplir cet espace creux. Krouim Avne Melouim, c'est pour ça qu'on les appelait des Avne Melouim, des pierres précieuses qui complètent. Umakom Hamoshav Karouim Mishbetzet, et l'endroit où elles vont être déposées, où elles vont rentrer, Karouim il est appelé Mishbetzet.
L'éphod ve la choshen, avne hashoam, les avne hashoam on en avait besoin pour le éphod, ve avne milouim, et les avne milouim on en avait besoin pour le choshen. Ve choshen ve éphod, et si vous vous demandez qu'est-ce que le choshen et le éphod, mais fourachim beveatate tsavé, Rashi nous rassure et nous dit, ça va être expliqué dans Parashat Tetzavé, Ve'em mine tarshit, ce sont des sortes de bijoux, en tout cas c'est des habits, mais qui vont relever l'honneur et la magnificence du Kohen, Gadol, et on a besoin pour cela de pierres précieuses. Pasukret, Ve'asuli, et vous ferez pour moi, ici aussi c'est dans le sens de l'Ishmi, pour mon honneur, de tous ces dons, Migdash, un endroit sanctifié. Feshachanti betocham, et je vais résider parmi eux. Tout le monde se pose la question du fameux parmi eux, et on sait très bien que, en vérité, à part le fait que géographiquement, Akadosh Baruch Hu va résider dans un endroit précis, le Migdash, mais Veshachanti betocham, c'est pour nous apprendre Betor, Kol Echad Vechad Misraël, qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu va aussi résider dans chacun et chacune d'entre nous, dans notre petit Migdash personnel. Rashi ve'asu li Migdash ve'asu lishmi, vous ferez en mon honneur, en mon nom, Bet Kedusha, pour mon nom, une maison de sainteté. Juste pour les amateurs de Gematriot et de jeux de mots, le Baal HaTurim Veshachanti, il dit que c'est un Remez, c'est une allusion au premier Beth Amikdash. Pourquoi? Veshachanti, Veshachan, je résiderai, Ti, Tav, Yud, Gematria 410, puisque le premier Beth Amikdash va durer 410 ans. Je parle du Beth Amikdash et pas du Mishkan. Le Mishkan, c'est Moshe Rabbeinu, Yehoshua, jusqu'à la construction du Beth Amikdash par Shlomo. De la construction par Shlomo du premier Beth Amikdash jusqu'à sa destruction, 410 ans. Et il y a aussi, si vous prenez Veshachanti, les lettres Vesheni, Tav, Chaf, et le deuxième, Tav, Chaf, parce que Taf et Chaf, ça fait 420, c'est une allusion aux 420 années d'existence du Bayit Sheni. Pasuk Tet. Kechol, selon tout, Asher Ani, que je, Maré Otecha, te montre. Et Tavnita Mishkan, donc la forme du Mishkan, le plan du Mishkan, Vet Tavnit Kol Kelav, et le plan de tous ces ustensiles. On ne pouvait pas faire n'importe quoi. Kadosh Baruch Hu va nous montrer exactement comment, avec quoi on doit faire les ustensiles et le Mishkan en général. Vechen Ta'asu, ainsi vous devez faire. Kechol Asher Ani Maré Otecha, Kan ici et Tavnit Mishkan, le plan du Mishkan. Amikra Ze Mechoubar, ce pasouk-là est lié, la Mikra chez les Mala et Menou, au pasouk qui est plus haut. Ve'asuli Migdash, vous me ferez un Migdash. On pourrait penser que les architectes du Mishkan, il y a eu un appel d'offres et chacun pouvait décider de quelle manière et comment faire un Migdash. Kechol Asher Ani Maré Otecha. Akadosh Baruch Hu prévient, c'est comme ce que je vais te montrer. Vechen Ta'asu la Dorot. Et ainsi vous ferez pour toutes les générations. Im Yaved Echad Minakedim, s'il va se perdre un des ustensiles, ou Kesheta Asuli Keli Bet Olamim, ou bien lorsque vous allez faire les ustensiles de la maison éternelle, ça veut dire du Bet Amikdash, Kegon par exemple, Shulchanot, les tables, ou Menorot, ou bien les luminaires, Vekiorot, ou bien les endroits où se laver les mains, ou Mechonot, ou bien les bassins chez Asa Shlomo, Ketavnit Elu Ta'asu Otam, comme ce plan-là vous devez les faire. Ve'im lohaya mikra mechoubar les mala emenu, ve'im, et si lohaya mikra mechoubar, ce pasouk n'était pas attaché les mala emenu de celui qui était au-dessus de lui précédemment, lohaya lo lirtov, il n'aurait pas dû écrire vechen ta'asu, et ainsi vous ferez, et la ken ta'asu, ainsi vous ferez. Ve'aya medaber ala siato el moed vekelav, ça aurait uniquement parlé sur la mise en place du Ohel Moed et de ses ustensiles. Quand il dit ici le Vechen Ta'asu, c'est pour nous dire que tout ce que je viens de vous dire maintenant dans le Pasuk Tet est lié au Pasuk Chet. Ve'asu li Migdash, de quelle manière?
exactement comme je l'ai montré à Moshe Rabbeinu. Donc maintenant, nous allons voir l'ordre de construction du premier des ustensiles du Mishkan, le Aaron. Le Ramban d'expliquer la logique dans les ordres de construction. D'abord le Aaron c'est le plus important du Mishkan. Il est dans le Kodesh HaKodashim. Dans le Aaron vont se trouver les tables de la loi, donc c'est le plus important. Après, on va nous parler du Shulchan et de la Menorah, qui sont aussi des ustensiles, comme le Aaron. Et petit à petit, on va nous parler des autres détails, jusqu'à nous parler du Mishkan lui-même, c'est-à-dire les poutres et les tentures et tout ce qu'on a besoin. Donc il est parti du plus important jusqu'à l'habillage du plus important, qui sont les tentures du Mishkan. Voilà ce que nous dit le Pasuk Yud. Ve'asu, et ils feront Aaron. Donc, on va traduire par une arche, mais il faudrait simplement traduire par un meuble. Atse shittim, de bois de shittim, donc de bois de cèdre. Amataim vachetzi orko, qui faisait 2 amot et demi de longueur. Ve'ama vachetzi rorbo, et 1 ama et demi de largeur. Ve'ama vachetzi komato, et 1 ama et demi de hauteur. Alors, 1 ama, c'est environ, si on peut dire, 50 à 60 cm. Donc, ça veut dire que 2 amot et demi, si on prend 50 cm, ça fait 1,25 m de longueur. 1 ama et demi, ça fait 75 cm de largeur. Ve'ama vachetzi komato, 1 ama et demi de hauteur, ça fait 75 cm. Il y a toute une discussion de savoir exactement combien c'est une ama, 50, 60, et même d'après certains plus. On prendra, pour la facilité des calculs, la mesure de 1 ama égale 50 cm. C'est intéressant ce que le Or HaChaim ici amène, il dit Ve'asu au pluriel, pour dire que le Aaron qui représente la Torah a besoin de tout le monde. Parce que si on veut accomplir les 613 mitzvot, il faut une union parfaite dans le peuple juif. Et de donner un exemple. Par exemple, un Kohen, il ne peut pas accomplir toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il y a des mitzvot qu'en tant que Kohen, il n'est pas tenu à faire. Tous les prélèvements obligatoires, ce qu'on appelle les Chavdalet Matanot Keuna, les 24 prélèvements obligatoires qu'on doit donner au Kohen, c'est un Israël qui doit donner à un Kohen. Donc le Kohen, comment il les fait? Il les fait grâce au Israël. Quand le Israël, il accomplit la mitzvah, c'est comme si le Kohen lui aussi, il a accompli la mitzvah. Et la même chose, si c'est un Israël, il y a plein de dinim qui concernent les Kohanim, dans la manière de faire les sacrifices, etc., où un Israël ne peut pas faire de sacrifice. Alors comment il pratique ces mitzvot-là? À travers le Kohen. Donc c'est finalement l'union du peuple juif qui permet de Ve'asu Aaron, que ensemble on fasse le Aaron, ça veut dire on fasse ce qui est marqué dans les Luchot, dans cette Torah qui est dans le Aaron. Ve'asu Aaron, kemin Aaronot, nous dit Rashi. C'est comme donc des espèces de caisses, chez Osim Bloraglaim, qu'on fait 100 pieds. Asuim kemin argaz, dit c'est comme une caisse, chez Korin Ishkerin, quelque chose comme ça, Yoshev al-Shulav. Donc le Aaron n'avait pas de pied. Le fond du Aaron, c'était à même le sol. Pasuk Yudalef. Donc ce Aaron vetsipi taoto, tu devras le recouvrir, Za'av taor, avec de l'or pur. Mi ba'it, de l'intérieur, ou michutz, et de l'extérieur, tetzapenu, tu vas le recouvrir. Va sita alav, et tu feras sur lui zerzav, donc une petite crête, comme une petite bordure en or, ça vive tout autour. Alors, il faut véritablement étudier Rashi. Je vous conseille fortement de vous aider d'illustrations, parce qu'il faut comprendre chacun des ustensiles, comment il a été fait. Donc on y va pour Rashi, mi ba'it ou mi chutz tetzapenu. À l'intérieur et à l'extérieur, il doit être recouvert. Rashi dit, Shlosha Aronot asa Betzalel. Betzalel, il a fait 3 caisses. Shenaim shel zav, 2 en or. Ve'echad shel etz, et 1 en bois. Arba ketalim, chacun avait 4 côtés. Veshulaim, lechol echad, donc chacun avait 4, ou ptuchim milemala, ouverts
par le haut. Donc, 4 côtés, un fond, et ouvert par le haut. Natan shel etz betor shel zav. Il mettait la caisse en bois de chittim, dans celle en or. Veshel zaav, et la deuxième en or, betor shel etz, dans celle en bois. Donc ça faisait un petit peu comme des poupées russes. Une grande en or, une moyenne en bois, et une plus petite en or. Donc ce qui fait que le bois est à l'intérieur et à l'extérieur recouvert d'or. Vechipa sefato a Eliona bezav, et après il mettait une couche d'or sur le haut au niveau des bords, nimtsa metsupe mibmait ou michutz. Donc à l'intérieur et à l'extérieur, c'était recouvert d'or. Zer zaav, alors c'est quoi ce zer zaav? Cette petite crête, cette petite bordure, kemin keter, c'était comme une couronne, muka flo saviv les mala misfato. Ça faisait tout le tour du haron, un petit peu plus haut que son bord. Shena asa Aaron achitzon, parce que la boîte qui était la plus à l'extérieur, celle en or, on va l'appeler la numéro 1, puisqu'on avait une grande vers l'extérieur, une deuxième qui était en bois à l'intérieur et une troisième qui était en or encore plus à l'intérieur. Donc celle de l'extérieur, la numéro 1, elle était un petit peu plus haute, gavoa minapnimi, un petit peu plus haute que celle de l'intérieur, ad she'ala les moules ove hakaporet ou les mala emenu macheu, jusqu'à que sa montée, donc cette couronne-là, cette bordure devait être assez haute pour lorsque on va mettre le couvercle. Alors l'épaisseur du couvercle sur le haron, puisqu'on va voir qu'on va mettre un couvercle qu'on appelle la caporette. Ce couvercle était fait en or avec 2 chérubins. Une fois que ce couvercle était mis sur le haron, il fallait que la bordure dépasse un petit peu. C'est ce qu'on nous dit. Ad she'ala les moules ove à caporette, jusqu'à que ça monte un petit peu par rapport à l'épaisseur de la caporette, ou le mala et meno un tout petit peu machéou. Ou kesha caporette shochev alove à ketalim, quand la caporette, donc le couvercle du dessus, va reposer sur les bordures du haron. Olé hazar les mala, alors là la bordure va monter plus, mikol ove à caporette, plus que l'épaisseur de la caporette, kol shehu un tout petit peu. Veu siman le keter Torah, c'est un signe sur la couronne de la Torah, puisque dans le haron se trouvaient les louchot, les tables de la loi, et on verra aussi que se trouvait là-bas un Sefer Torah, ça représente le Keter Torah. Et on verra que cette bordure, on en retrouve aussi sur le Misbeach, et on en retrouve aussi sur le Shulchan. Et on verra quelle est la symbolique de chacun. Pasuk Yudbet, Viatzak Talo. Tu fondras pour le Haron, Arba Tabeotzav, 4 anneaux d'or, Venatata, et tu mettras al arba pa'amotav sur les 4 côtés du Haron. Comment? Ushte tabaot, 2 anneaux al tsalo aichat, sur un côté, ushte tabaot, et 2 anneaux al tsalo achenit, sur le deuxième côté. Alors il faut comprendre, est-ce que c'est dans la largeur ou dans la longueur? Pour cela, on a besoin de Rashi. Rashi Yudbet, Viatzakta, et tu fondras Lachon Hatacha. Ici, ça veut dire liquéfié, Ketargumo, comme la traduction de Onkelos. Pa'amotav, Ketargumo, comme Onkelos dit, Zeviate, les coins. Ou Bezaviot à Elionot, dans les coins vers le haut, Samouch la caporette, près du couvercle. Encore une fois, cette caporette qu'on n'a pas vue encore, qu'on verra après, c'est une planche en or avec 2 kérouvim, 2 chérubins. Alors, près de la caporette c'était quelque chose qu'on allait mettre après, c'était comme un couvercle. Alors, en haut du haron, proche de la caporette, il y avait les tabaot. Samour, la caporette, ayunitonot, ils étaient fixés près de la caporette. Shtaim mikan, ou shtaim mikan, 2 d'un côté et 2 de l'autre. Les rorvo, dans la largeur, chez la haron de l'arche. Ve'abadim, et les barres, on va voir qu'il fallait fabriquer des barres qui rentraient dans ces anneaux.
Netunim Baem étaient mis dedans, Ve'orko shel Aaron, et donc la longueur du Aaron, Mafsik ben Abadim, ça séparait les barres. Donc, étant donné que les anneaux étaient sur la largeur, en mettant les barres, on avait toute la longueur qui séparait. Je vous rappelle la longueur qui était de 2 amot et demi. Amataim vachetzi, donc 2 coudées et demi, ben bad lebad. Entre 2 barres. À peu près, comme on l'a dit, 1,25 m. Chez You, chez Nebne Adam, pour que les 2 personnes, Anosim et Aaron, qui portent le Aaron, mais Halchim Benehem, ils pouvaient marcher entre elles. Ça veut dire quand ils portaient sur leurs épaules, ils pouvaient avoir la place entre les 2 badim de s'y trouver. Et ainsi c'est expliqué dans le traité Menachot, c'est un traité de la Gemara, Beperek Shte Alechem, dans le 11e chapitre. Où Shte Tabaot Ad Salo Echot, il y avait donc 2 anneaux sur un des côtés, Henhem Arba Tabaot, chez Betrilat Amikra, Rachid nous précisait, Henhem, ce sont les mêmes Arba Tabaot, les 4 anneaux, chez Betrilat Amikra, qu'on a parlé au début du Passouk. Peresh Lechai Chanayou, juste que ce Passouk vient expliquer où il se trouve. Alors à ce moment-là, pourquoi c'est marqué avec un Vav? Si c'est marqué avec un Vav, ça veut dire qu'ils sont supplémentaires de ce qu'on a vu avant. Ve'avav zou yeteraï, ce Vav il est en trop, ou pitrono kemo, et pour l'expliquer, c'est comme si on disait Shete Tabaot, 2 anneaux, pas supplémentaires. V'yesh lecha liyashvaken, il faut l'expliquer ainsi. Ou shtaim minatabaot alalou, et 2 de ces anneaux-là qu'on t'a parlé précédemment, Al Tsalo Echad, c'est sur l'un des côtés. Tsalo, Rashi expliquait, Tsido, c'est le côté, c'est la même chose. Nous continuons dans le texte. Yud Gimel. Ve'asita, et tu feras bader des barres, Atsechitim de bois de chitim, de cèdre, Ve'tsepita otam, et tu vas les recouvrir, Za'av, avec de l'or. Rashi, Yud Gimel Badé, Motot, ces 2 bâtons, on pourrait traduire 2 perches. Yud Dalet, Veheveta et Tabadim, et tu vas introduire les barres Batabaot dans les anneaux, Al Tsaloa Aaron, sur les côtés du Aaron, la 7, afin de porter et Aaron, le Aaron Baem avec eux. Pasuk Tetvav Betabaot Aaron, dans les anneaux du Aaron Yu Habadim, les badim se trouveront, lo yasuru mimenu, on ne pourra pas les enlever. C'est une interdiction de la Torah d'enlever les badim, même lorsque on n'avait pas besoin de porter le Aaron. Pasuk tetzaim venatata el Aaron, et tu placeras dans le Aaron et aïdout, le témoignage, les luchot, asher eten elecha, que je te donnerai. La Gemara, dans Masechet Yoma, parle du Aaron, et Rashi là-bas de décrire comment on faisait rentrer ces badim là, ces bâtons. Alors, il dit qu'en vérité, ils n'étaient pas uniformes. Les bouts étaient plus gros que le corps même de la barre, et donc, Rashi dit que, étant donné que c'était un petit peu plus épais dans leurs extrémités, ça rentrait pile dans les anneaux, et une fois que c'était rentré, ça permettait de ne pas être enlevé facilement. Le Shla explique que les badé à Aaron, les bâtons du Aaron représentent ceux qui soutiennent la Torah, les Tomché Torah, et les badim ont l'importance du Aaron, puisque on dit qu'il ne fallait jamais les enlever du Aaron, c'est de montrer l'importance de soutenir les institutions de Torah. Maintenant, Rashi Tetzaïn, Venatata el Aaron, tu mettras dans le Aaron Kemo Ba'aron, c'est comme si c'était marqué Ba'aron, dans le Aaron, et pas vers le Aaron. Aïdout, c'est quoi Aïdout? À Torah. Chez il et Aïdout, que c'est un témoignage béni ou venechem, entre vous, entre moi et vous, chez Tzivit Yetrem, que je vous ai ordonné mitzvot, à Ketuvot Ba, les mitzvot qui sont écrits dans cette Torah. Donc voilà pour aujourd'hui. Nous avons donc étudié les dons du Mishkan, le Aaron et les badé Aaron et les bâtons du Aaron. Demain, Bezrat Hashem, on continuera par l'étude de
la kaporet, c'est-à-dire le couvercle sur le haron, le shulchan, qui était la table où on présentait les pains, et au fur et à mesure de la semaine, Bezrat Hashem, on étudiera les différents kelim du Mishkan. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem, à demain.